potentiellement précieux dans tout le dispositif de lutte contre le virus, ces applications, on le voit, ne recueillent pourtant pas l'adhésion de la population. Or, on le sait, cette adhésion collective est la clé de sa réussite et de sa fiabilité. Alors, il y a des raisons à ça, bien sûr. Nous allons essayer de les analyser et de les comprendre ensemble. Leur utilisation pose en effet plusieurs questions qui font débat. Alors, des questions d'ordre éthique, juridique, technique, qui seront abordées par nos conférenciers. Nos conférenciers que je salue et que je remercie chaleureusement. De même d'ailleurs que nos partenaires, l'UNESCO et son bureau à Genève, nos collègues de la délégation générale Wallonie-Bruxelles à Paris et auprès de l'UNESCO et l'Université de Namur. Et je tiens aussi à saluer et à remercier chaleureusement mon équipe, et particulièrement Soraya Zanardo et Gabriela Dobré, à qui l'on doit l'excellente préparation de ce webinaire. Alors, merci à vous de nous accompagner dans cette réflexion, mais que nous voulons constructive et comme une modeste contribution pour ceux à qui il revient de faire des choix difficiles. Avant de passer la parole au modérateur, vous me permettrez, j'en suis sûre, d'avoir une petite pensée en cette journée internationale de la lutte contre les violences faites aux femmes, d'avoir une pensée pour toutes ces femmes, et je suis sûre que vous la partagez avec moi, et je vous en remercie déjà. Voilà, maintenant, je vais passer la parole à notre modérateur, à Vassil Kolarov, notre conseiller scientifique. Cher Vassil, la parole est à toi. Merci beaucoup et bon webinaire. Merci beaucoup, chère Fabienne. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Vassil Kolarov et je travaille en tant que conseiller scientifique pour Wallonie-Bruxelles International, basé à l'Université de Lausanne, dans le cadre d'un partenariat privilégié que nous avons signé entre nos deux institutions et qui fonctionne à merveille. Les applications de traçage sont un outil précieux dans le cadre de la crise sanitaire. Mais quel est le juste milieu entre protection contre le risque sanitaire et protection de la vie privée? Quelles sont les lignes rouges légales et éthiques à ne pas dépasser pour ne pas basculer dans la surveillance? Ce sont certes des questions que tout le monde se pose ou se sont déjà posées. Quelles sont, d'un point de vue technologique, les solutions techniques appliquées en Suisse et en Belgique pour protéger l'anonymat? Finalement, comment entraîner une dynamique positive qui permette à un maximum de personnes d'y adhérer? On va commencer par un sondage que vous verrez apparaître à l'écran. Rassurez-vous, la participation restera anonyme, ne manquez plus que ça. Le sondage se fera en 3 temps. La première question porte sur l'utilisation ou pas d'une application de traçage. Voilà, je vous laisse 30 secondes pour y répondre. Il va de soi que nous avons un échantillon non représentatif de la population qui, de plus, est fortement biaisé parce que vous avez un intérêt pour la thématique. Et malgré cela, on voit déjà clairement qu'il y a une grande partie d'entre vous qui n'utilisent pas d'application de traçage. Donc, on est à 80% de non contre 20% de oui. Donc, 22 répondants n'utilisent pas et 6% l'utilisent. La deuxième question, je vais partager le résultat. Voilà. Donc, 22 participants n'utilisent pas contre 6 qui utilisent. La deuxième question porte sur ceux qui n'utilisent pas l'application. Donc là, la question est de savoir pour quelles raisons est-ce que vous n'avez pas installé l'application. Je laisserai encore 15 secondes. Voilà, je vais fermer le vote. Donc, ce qu'il en ressort majoritairement, je vais partager les résultats. Voilà, c'est que 33% d'entre vous n'ont pas installé l'application parce qu'elle n'offre pas assez de protection des données personnelles. La deuxième raison qui vient, c'est autre. Et les 3 raisons ex aequo, en troisième position, c'est que vous n'y voyez pas d'utilité et pour des questions techniques. Puis le dernier sondage qu'on aimerait faire, c'est pour ceux qui l'ont téléchargé, donc ceux qui ont téléchargé l'application, qu'est-ce que vous en pensez?
Je laisse aussi une trentaine de secondes aux participants pour répondre. Là, il y a moins de personnes forcément, parce qu'il n'y a que de mémoire 7 qui ont répondu qu'ils l'avaient installé. Donc voilà, majoritairement, les répondants indiquent qu'il s'agit d'une valeur ajoutée dans le dispositif de lutte contre le coronavirus, effectivement. Donc, la grande majorité des répondants. Voilà, je partage les résultats. Comme ça, vous avez toutes les informations. Donc voilà, une légère enquête qui confirme bien la tendance générale, hein, qui est quand même une sous-utilisation de ces applications. Et on va essayer de comprendre quelles sont les forces, les faiblesses, et qu'est-ce qu'on pourrait faire effectivement pour informer mieux sur l'utilisation. Donc pour votre parfaite information, le webinaire sera enregistré et diffusé ultérieurement via notre chaîne YouTube de la délégation générale Wallonie-Bruxelles à Genève. Vous avez l'occasion de poser vos questions via un chat questions-réponses qui figure en bas dans votre Zoom. Veuillez bien préciser, s'il vous plaît, à qui s'adresse la question, et les questions seront posées en fin de webinaire. J'aimerais à présent introduire notre première conférencière, professeure Élise de Grave. Élise est professeure à la faculté de droit de l'Université de Namur. Elle est directrice de recherche au Namur Digital Institute et au Centre de recherche information, droit et société. Et elle est co-directrice de la chaire e-gouvernement de l'Université de Namur. Elle enseigne plusieurs cours sur la régulation des innovations technologiques et elle est membre du Conseil wallon du numérique. Professeur, la parole est à vous. Merci beaucoup, monsieur Kolarov. Alors, merci aussi, bien sûr, pour votre invitation qui m'honore à participer à ce beau séminaire. Alors, je voudrais commencer par un point positif quand même que nous offre cette crise, c'est le fait que la crise permet de mettre en lumière la question de l'utilisation des technologies par l'État pour gérer des politiques publiques. C'est ce qu'on appelle habituellement l'e-gouvernement, l'administration numérique, l'administration électronique. Alors, je ne vous cache pas que ça fait 15 ans que moi, je travaille sur le sujet et que je me sens souvent être un ovni, en tout cas dans la galaxie des juristes. Et donc, je suis heureuse que cette crise permette de familiariser la société avec ces enjeux, puisque nous sommes vraiment ici dans une voie d'avenir. Hein. Les États vont être de plus en plus amenés à utiliser le numérique pour gérer des politiques publiques. Alors, ça permet de faire des tas de belles choses. Mais ça met aussi en évidence pas mal de questions sur l'utilisation, sur l'ingérence notamment dans les droits fondamentaux des citoyens. Rien que pour le traçage, il y a des réflexions à avoir à propos de la vie privée des citoyens, à propos de leur liberté d'aller et venir, à propos de leur liberté d'association, etc. Donc, la thématique des droits fondamentaux et du numérique est vraiment une thématique d'avenir. Alors, en Belgique, ici, donc, je vais faire pendant 15 minutes le point sur l'application qu'on utilise en Belgique, qui s'appelle Coronalert. Alors, pour bien concrétiser les choses, visualiser ces choses qui peuvent être très conceptuelles, j'aime bien comparer l'application à une voiture. Quand vous vous posez la question de savoir si vous allez monter dans une voiture, si ça va être sécurisé, vous vous interrogez sur plusieurs choses. D'abord, est-ce que la voiture présente suffisamment de fiabilité technique en elle-même? Ensuite, est-ce que cette voiture ne va pas vous emmener sur des routes dangereuses? Ça, c'est la deuxième question. Et puis finalement, est-ce que les routes et cette voiture sont soumis à un code de la route suffisamment clair, suffisamment complet? Alors, ce sont sur ces trois éléments que je vais m'appuyer pour vous expliquer comment fonctionne l'application en Belgique. Donc, est-ce qu'elle est fiable techniquement? Est-ce qu'elle n'emmène pas les citoyens sur des routes dangereuses? Et puis, troisièmement, est-ce que le code de la route qui encadre cette application est de qualité suffisante? Alors, la première question concerne la fiabilité technique de l'application. Alors, notre application en Belgique est fondée sur un code source qui a été créé non pas en Belgique, mais par des chercheurs allemands qui l'ont très rapidement partagé sur un forum de développeurs qui s'appelle GitHub. Et donc, ce code source, il est en open access, il est accessible, tout le monde peut le lire. Et à l'Université de Namur, dans notre centre, le Namur Digital Institute, dont le papa est Yves Poulet, qui va prendre la parole après, nous travaillons beaucoup de manière interdisciplinaire. Et donc, des informaticiens avec qui nous travaillons ont audité ce code et n'ont rien trouvé de très inquiétant pour le moment. Il y a toutefois un problème technique au niveau de l'application qui est le fait qu'elle utilise le Bluetooth, qui est une technologie donc, que vous avez dans votre GSM,
c'est une technologie qui n'est pas faite pour ça et donc qui n'est pas tout à fait fiable en ce sens qu'elle peut envoyer des faux positifs. En d'autres termes, si vous êtes aux côtés d'une personne qui est contaminée, étant donné que le Bluetooth est aveugle, il ne va pas voir s'il y a des gestes barrières. Donc, par exemple, si vous êtes aux côtés d'une personne contaminée, mais qu'il y a entre vous un plexiglas ou que vous avez tous les deux un masque, vous allez quand même recevoir une notification comme quoi vous êtes peut-être contaminé, comme quoi vous devez aller vous faire tester et comme quoi vous devez vous mettre en quarantaine. C'est problématique, évidemment, parce que dans ce cas-là, vous n'aurez pas de symptômes et vous n'avez aucun risque d'avoir été contaminé, mais vous allez quand même aller charger encore un peu plus les centres de test et vous allez vous mettre en quarantaine alors que ce n'est pas nécessaire, ce qui explique qu'en Belgique, certaines entreprises découragent l'utilisation de Corona Alert pour éviter ce problème de fausses alertes. Voilà au niveau de la fiabilité technique. Alors, est-ce que cette application emmène les citoyens sur des routes dangereuses? Oui. Et pourquoi? Parce que c'est lié directement à la structure de l'administration belge. Il y a un lien entre l'application et l'État. Donc, l'application ne permet pas en Belgique d'organiser un traçage anonyme des citoyens. Pourquoi? Parce que dès le moment où vous recevez une alerte qui vous invite à aller vous faire tester, vous devez encoder votre numéro de GSM, votre numéro de registre national, et des tas d'autres informations vont être encodées par l'État. Donc, notamment le lieu d'hospitalisation si vous êtes hospitalisé, l'ensemble de vos contacts, la collectivité d'où vous venez, le résultat du scanner de vos poumons, etc. Donc, des tas de données dont on ne voit pas toujours le lien avec le traçage. Donc, beaucoup de données qui sont enregistrées à un seul endroit, dans une seule administration qui s'appelle Ciensano, qui donc va centraliser toutes les données. Et des données qui ensuite peuvent être réutilisées pour des finalités, pour le moment, qui ne sont pas du tout claires, puisqu'on parle toujours du fait de lutter contre l'épidémie, mais on ne sait pas ce que ça représente exactement. Donc, il y a déjà une méfiance à ce niveau-là. Et c'est vraiment dommage, parce qu'en Belgique, on a depuis quasiment 20 ans, on avait un très beau modèle d'administration électronique au départ, qui était justement fondé sur la volonté d'organiser une décentralisation d'informations, notamment pour éviter les piratages. Et ce système, progressivement, est pourri par certaines personnes qui concentrent dans leurs mains beaucoup trop de pouvoir, qui se trouvent omniprésentes, omnipotentes, qui se retrouvent en situation de conflit d'intérêts en étant à la fois des juges et des parties. Alors, ce problème existe depuis quelques années, mais il a été mis en évidence fortement par les médias au moment de la mise en place du traçage. Et maintenant, ce problème éclabousse d'autres institutions, et notamment l'institution phare pour le moment dans cette thématique, qui est l'autorité de protection des données. Donc, c'est une autorité censée être indépendante, qui doit chapeauter l'utilisation des données dans le cadre du traçage. Et on se rend compte que cette autorité n'est pas indépendante pour ces mêmes raisons de conflit d'intérêts. Alors, le problème est pour le moment dans les mains du Parlement, qui pourrait être amené à dessaisir certains directeurs de l'autorité de protection des données de leur pouvoir. Et surtout, maintenant, l'affaire est dans les mains de la Commission européenne, qui a été saisie d'une plainte et qui doit maintenant enquêter. Donc, l'affaire n'est pas du tout terminée en Belgique. Ça a des allures de feuilleton policier, mais c'est bien réel. Et donc, vous voyez qu'en Belgique, on ne s'ennuie pas. Alors, troisième question, est-ce que le code de la route applicable à cette application est suffisamment clair, suffisamment complet? Non. Et c'est aussi vraiment dommage parce que ça avait très bien commencé. Donc, au mois de mars, quand on commençait à parler des applications numériques sur les réseaux sociaux notamment, plusieurs partis politiques, donc il y avait Écolo, Groen, PS, se sont dit on doit mettre les choses sur papier, on doit encadrer ça clairement. Et ils ont rédigé une intéressante résolution qui avait été soumise au Parlement. Mais donc une résolution, c'est un texte qui est non contraignant, c'est une déclaration d'intention. Et j'ai eu l'occasion d'être auditionnée au Parlement à propos de cette résolution. Et j'ai assez rapidement, avec d'autres, demandé qu'il y ait une loi. Donc c'était très bien de faire une résolution, mais il fallait aller plus loin, faire une loi. Pourquoi? Pour organiser un débat démocratique.
sur ce choix de société dans lequel on allait s'engager, l'idée étant d'instaurer un maximum de transparence, d'impliquer les citoyens pour initier, pour inspirer la confiance. La confiance, elle s'inspire, elle ne va pas se décréter dans un texte. Il faut vraiment mettre les citoyens avec nous. Et on a assez rapidement senti des députés un peu dépités, perdus, parce que c'est souvent le cas dans cette matière, c'est qu'il faut aller vite, a fortiori dans cette situation de crise, et les députés ne sont pas encore fort familiarisés avec cette matière. Et donc, on s'est mis à plusieurs chercheurs, toujours aussi donc au centre du NADI, avec des informaticiens, avec des épidémiologistes, on s'y est mis, on a relevé les manches, et on a fait un texte en 3 jours, 3 nuits, qu'on a soumis à tous les chefs de parti en disant, voilà, c'est possible pour nous, voilà déjà une base de travail, de trouver une solution qui allie à la fois l'efficacité et la protection des droits fondamentaux. Ce texte a été soutenu par des associations, la Ligue des droits de l'homme, Amnesty International. Ce texte a reçu aussi un avis positif de l'autorité de protection des données, et pourtant, il y a eu un jeu politique qui a capturé le débat démocratique, et finalement, il y a un texte qui a été bricolé dans l'ombre des cabinets ministériels autour d'une solution technologique. Mais donc, on est vraiment face au constat selon lequel la technologie a fait loi, mais on n'a pas ce fameux texte. Et donc, pour moi, c'est une occasion vraiment manquée d'avoir créé avec les citoyens la confiance, la transparence, et d'avoir montré qu'il était possible d'impliquer des citoyens qui ont envie, les citoyens, ils ont envie de faire partie de la solution à long terme, mais dans ce genre de situation, il faut vraiment mettre en évidence que la protection des données, la gestion des données des citoyens par l'État, elle est fondée sur un pacte. Ça doit être un pacte entre l'État et les citoyens. L'État n'a rien à cacher, l'État doit montrer comment tout ça fonctionne. Et donc, quelle est la leçon à tirer de tout ça? Je pense que quand on voit cette question du traçage, on se rend bien compte que lorsque l'État doit choisir une technologie à mettre en place pour les citoyens, il fait un choix technologique, mais ce choix technologique est un choix de société, puisque la technologie va impacter tous les citoyens, va modifier leur vie à tous. C'est un choix de société. Et ce choix de société, il doit être fait au terme d'un débat public. On ne peut pas céder à ce qu'on appelle le solutionnisme technologique. C'est vrai que c'est tentant, surtout en situation d'urgence et de crise, de dire que voilà, il y a quelqu'un, il y a un monsieur qui vient avec une solution toute faite qui a l'air de fonctionner, on va lui faire confiance et on bricolera un texte autour. Évidemment, c'est tentant, mais ce n'est pas comme ça qu'on doit accepter de fonctionner, surtout qu'à l'avenir, je vous le disais, les questions vont se répéter. Il faut se mettre autour de la table, débattre de manière transparente, et c'est la loi qui va dire comment va fonctionner la technologie et pas l'inverse. Donc, le but du débat, c'est vraiment de trouver cet équilibre entre l'efficacité de l'État et la protection des droits des citoyens. Alors, très concrètement, qu'est-ce qu'on pourrait faire dans l'immédiat? En tout cas, en Belgique, je trouve qu'il faut une loi sur le traçage qui soit beaucoup plus claire, beaucoup plus fine, donc qui détermine un nombre de données plus restreint, avec des finalités très claires, et puis surtout qu'on permette aux citoyens d'avoir une prise sur ces données. Donc, par exemple, je trouve que les citoyens devraient pouvoir choisir pour quelles raisons les données qu'on collecte à leur sujet vont être utilisées. Est-ce que c'est dans le but est-ce qu'ils sont d'accord uniquement d'utiliser ces données pour le Covid, ou est-ce qu'ils sont d'accord aussi qu'on les réutilise ensuite pour la recherche médicale? C'est des finalités différentes, et il faut que chacun puisse choisir ce qu'il veut. Et puis surtout, il faut permettre aux citoyens de voir ce qu'il se passe. On a toujours une image de l'administration très obscure, on ne sait pas trop ce qui se passe. Or, il y a moyen de mettre des technologies en place pour permettre aux citoyens de voir et de comprendre ce qu'il se passe. Nous, en Belgique, on a la carte d'identité électronique. On pourrait mettre en place un système qui permet aux citoyens de se connecter et puis de pouvoir voir où partent ces données dans l'administration, par qui est-ce qu'elles sont réutilisées, pour quelles finalités, etc. Donc, je trouve que permettre aux citoyens de choisir et de voir, ce sont des éléments fondamentaux. Ensuite, de manière plus générale pour l'avenir, je pense que il faut vraiment aider le Parlement, l'éclairer. Ce sont des matières qui sont finalement assez nouvelles, surtout au niveau de l'État. Et donc, je pense qu'il y a une idée que j'aime bien qui avait été soumise par Nicolas Hulot en France à propos de l'environnement. C'est l'idée de mettre en place une chambre du temps long. Donc, on pourrait créer un organe au sein du Parlement qui aiderait le Parlement indépendamment du temps politique, parce qu'évidemment, le problème... Moi, j'ai souvent soumis des solutions, mais on me dit, mais si ton truc, ça met plus de 6 mois à être mis en place, tu laisses tomber. Ça, le temps politique,
politique fait qu'on n'a pas le temps de plancher. Donc, je trouve que réfléchir de manière indépendante avec le Parlement sur des questions de long terme, c'est très intéressant. Et là-dessus, je pense que les universitaires ont vraiment un beau rôle à jouer puisqu'on est indépendant, on est constructif, je vous le jure, et donc, effectivement, on peut apporter une pierre là aussi de manière interdisciplinaire, parce qu'il ne faut pas non plus continuer à interroger une fois les juristes, une fois les informaticiens. C'est très important de travailler tous ensemble. Je crois aussi qu'il ne faut pas croire toujours naïvement à la magie de la technologie. Il faut contrôler ce qui se passe. Il faut ouvrir ce qu'on appelle les boîtes noires. Donc, il faut des mathématiciens, il faut des informaticiens qui ouvrent ces outils, qui regardent ce qu'il se passe. Et donc, on pourrait créer, par exemple, un comité N pour comité numérique ou comité I pour comité informatique, comme on a un comité P qui contrôle la police, pour aller voir ce qui se passe dans ces boîtes noires. Et puis, en Belgique spécifiquement, il faut assainir l'administration, il faut remettre des garde-fous, des frontières pour organiser des contre-pouvoirs de nouveau, parce que vu les conflits d'intérêts qui existent dans ce domaine pour le moment, moi je crains que dans quelques années, on ne puisse plus dire que la Belgique est un état de droit en matière d'e-gouvernement. Donc il est vraiment important de remettre les choses en place, d'appliquer les lois, de remettre des garde-fous pour que les choses se passent au mieux et qu'on garde la confiance du citoyen. Sans la confiance du citoyen, on ne pourra plus continuer à utiliser le numérique au sein de l'État. J'en ai terminé ici et je vous remercie pour votre écoute. Merci infiniment, professeur De Grave. Je profite de l'occasion pour inviter les participants à poser leurs questions dans l'onglet questions-réponses qui figure sur l'application Zoom. Et j'épingle particulièrement votre idée de mettre en place une chambre de temps long au Parlement, qui est une excellente idée pour faire face un petit peu à ces politiques de court et moyen terme qui sont aussi extrêmement périlleuses dans le domaine de la recherche et de l'innovation finalement, parce que c'est quelque chose qui s'inscrit dans le long terme vraiment, et ça, la Suisse l'a bien compris, je pense. Voilà, j'aimerais à présent introduire notre prochain conférencier, professeur Poulet, qui est professeur émérite à la faculté de droit de l'Université de Namur et à l'Université de Liège. Ancien recteur de l'Université de Namur, il est également le fondateur de différents réseaux académiques européens et membre de l'Académie royale des sciences, des lettres et des beaux-arts de Belgique. Il est directeur du Centre de recherche en informatique et droit depuis sa création, où il a supervisé les recherches dans le domaine des nouvelles technologies et plus particulièrement en matière de vie privée, des libertés et sociétés de l'information, d'Internet et de la gouvernance. Il est expert auprès de l'UNESCO, de l'OCDE, du Conseil de l'Europe et détient le prix Olivier de Bouzy de 2019. Voilà. Professeur, la parole est à vous. Merci pour ces mots trop gentils. Je suis vraiment content d'intervenir après Élise parce que vous allez voir, l'éthique rejoint parfois le droit et permet, me semble-t-il, de mieux le fonder. Alors, quel regard éthique jeter sur les mesures de traçage qui ont été prises dans le cadre de la lutte anti-Covid? En matière de traçage, il y en a plusieurs. Il y a des traçages généraux et puis il y a des traçages plus locaux dans les traçages généraux. Bien évidemment, il y a ce système du tracing manuel où les personnes, évidemment, sont individuellement contactées et leurs données sont de manière manuelle transmises à une base de données chez Cienzano. Et puis, il y a un tracing qui est un tracing automatique. Tracing automatique qui se fait sur des statistiques, c'est évidemment à partir des données de géolocalisation de pouvoir suivre les personnes, de pouvoir éventuellement, de manière totalement agrégée, pouvoir éventuellement noter les foyers ou les clusters. Et puis, il y a le fameux tracing automatique dont Pierre-Olivier nous parlera et dont Élise nous a déjà parlé. Il y a des mesures plus locales. Il y a le bracelet électronique qu'on utilise dans certaines entreprises. Il y a la vidéosurveillance. Il y a bien évidemment des mesures de prise de température à distance. Ce sont toute une série de mesures qui sont des mesures qui utilisent les nouvelles technologies du digital. Alors, pourquoi est-ce que l'approche en matière éthique est importante? Je voudrais simplement faire une réflexion sur l'importance de l'infoéthique à l'heure actuelle. Il est clair que la technologie est partout, qu'elle est dans nos poches, qu'elle est bien évidemment bien souvent dans nos voitures, qu'elle est bien évidemment dans nos corps elles-mêmes, avec tous les implants RFID. Et donc, cette technologie, à la fois nous guide,
nous influencent, voire nous manipulent. Il est donc extrêmement important que chacun, de manière individuelle ou de manière collective, s'interroge sur le sens à donner à l'utilisation des technologies nouvelles. Et ici, bien évidemment, la question qui est posée, c'est quel sens donnons-nous à ce fameux tracing automatique. Alors, cette question de l'infoéthique, elle est au centre des préoccupations de l'UNESCO, et puisque vous avez fait référence à l'UNESCO, il y a une réflexion sur une recommandation en matière, une convention internationale en matière d'infoéthique, en particulier en matière d'intelligence artificielle, et elle est au centre de la réflexion du programme Information pour tous de l'IFAP. Voilà un certain nombre de points que je voudrais affirmer d'emblée. Alors, par rapport à cette question de la lutte contre la Covid, il y a plusieurs approches et plusieurs rhétoriques qui m'apparaissent vraiment intéressantes à distinguer. Il y a d'abord la rhétorique de guerre. On se souvient tous de la déclaration de Macron, nous sommes en guerre. Alors, cette rhétorique de guerre, qui est également utilisée en Chine, m'apparaît extrêmement dangereuse. Elle affirme l'autorité de l'État, mais l'autorité de l'État, y compris à suspendre les libertés, comme s'il y avait une espèce d'ennemi extérieur qui mettrait en cause nos valeurs et notre démocratie. Or, tel n'est certainement pas le cas en matière de coronavirus. Il s'agit bien de quelque chose de l'intérieur qui est évidemment incorporé à l'intérieur de la nature humaine, et c'est une réponse démocratique par rapport à cela que nous demandons, et non pas, me semble-t-il, une réponse par laquelle l'autorité se défendrait vis-à-vis d'un ennemi extérieur. Il y a une deuxième rhétorique, qui est la rhétorique libertarienne, qui est de dire, par rapport à cela, chacun individuellement doit pouvoir se déterminer, donc c'est un a priori contre toutes les mesures liberticides, y compris bien évidemment contre le système de tracing automatique ou de tracing manuel. Je crois que cette deuxième approche est également, me semble-t-il, dangereuse dans la mesure où elle nie le fait que l'homme est un être social, que l'homme se définit par rapport à son insertion à l'intérieur d'une société et que dès lors, bien évidemment, le développement individuel nécessite, me semble-t-il, une certaine intégration à l'intérieur de contraintes qui sont des contraintes qui peuvent être fixées par l'État. Et alors, il y a une troisième rhétorique qui m'apparaît vraiment beaucoup plus intéressante, qui est la rhétorique du care, c'est-à-dire du souci d'autrui. La liberté d'autrui implique une certaine responsabilisation par rapport à cet autrui, et le devoir de l'État est effectivement d'assurer à tous et à chacun un environnement sain et sûr. Un environnement sain et sûr, certes, mais bien évidemment dans le respect des libertés essentielles de la personne, et on va revenir bien évidemment sur ces réflexions. Alors, quel rôle l'éthique peut-il jouer dans le cadre de cette mise en place qui, me semble-t-il, était effectivement un devoir de l'État, mais qui permettrait également de juger de cette intervention de l'État? Alors, l'éthique, qu'est-ce que c'est? L'éthique, c'est une recherche individuelle et collective par rapport à un problème qui est un problème concret, en l'occurrence, c'est la lutte contre le coronavirus, de ce qui est juste et bon. Et à partir de là, de pouvoir décider de l'action. Alors, ça, c'est la définition de l'éthique. Quelles sont les valeurs éthiques? Alors, puisque nous sommes également hébergés par l'UNESCO, ou en tout cas sponsorisés par l'UNESCO, je voudrais simplement faire référence aux 4 grandes valeurs éthiques que l'UNESCO a définies comme étant universelles à l'occasion de sa convention sur la bioéthique. On est en 2005. Il a dégagé 4 valeurs qui m'apparaissent vraiment essentielles dans la réflexion que nous avons aujourd'hui. La première valeur, c'est la dignité. La deuxième, c'est l'autonomie. La troisième, c'est la justice sociale. Et la quatrième, c'est un appel à ce que les technologies soient utilisées, do good and do not harm, que les technologies soient utilisées de manière bénéfique pour le bien-être de l'ensemble des citoyens. Alors, prenons le premier problème de la dignité. La dignité, c'est quoi? C'est respecter la valeur de l'homme en tant qu'homme, qui ne peut jamais être pris comme un moyen, même s'il s'agit de lutter contre la pandémie, mais toujours comme une fin en soi. Alors, ça m'apparaît vraiment important à l'heure où, effectivement, certains songent
à mettre en place un certain nombre de mesures qui sont des mesures de suivi continu de la population. Et Dieu sait si la Chine s'en est fait le champion et en fait d'ailleurs un argument marketing de la manière dont elle a pu régler le problème de la lutte contre le Covid. Un suivi permanent. L'homme n'est plus qu'une donnée qui doit être une donnée suivie partout parce qu'a priori dangereuse. Et puis, il y a un deuxième point, quelque chose qui m'apparaît contraire à la dignité, qui est cette stigmatisation possible de personnes par rapport à d'autres. Et cette stigmatisation, elle est parfaitement illustrée, d'ailleurs, de nouveau en Chine, à travers l'utilisation de QR codes qui fait en sorte que les personnes automatiquement sont affectées en fonction de leur positivité ou non, d'un QR code qui fait en sorte que chacun peut savoir où ils en sont. Je crois que par rapport à cela, il y a une réflexion qui est vraiment intéressante d'Elmas Marty qui dit si on continue dans ce sens-là, à savoir cet espionnage continu et cette atteinte à la dignité, nous allons devenir réduits, nous allons, nous, individus, être réduits à de pures données avec une certaine couleur et bien évidemment, nous sommes loin de la reconnaissance de la valeur de chaque personne. Le deuxième point, c'est la question de l'autonomie que je définirais comme étant le droit au développement et au développement personnel. Alors, ce développement personnel ne se définit pas comme une liberté robinsonienne d'un homme qui serait seul, mais elle doit se définir, me semble-t-il, à l'intérieur d'une société comme étant la possibilité pour chacun de se développer, c'est-à-dire de prendre part dans la société et d'avoir une parole qui soit une parole libre à l'intérieur d'une démocratie par laquelle il apporte d'ailleurs à cette démocratie. Alors, pour qu'il y ait autonomie, je crois qu'il y a deux conditions. Et ils disent, on a illustré une première, qui est la condition de transparence. La condition de transparence, c'est le fait, bien évidemment, que la personne doit savoir pourquoi elle est éventuellement enregistrée quelque part, pourquoi elle doit utiliser tel ou tel moyen technologique. Ça veut dire quoi? Quand on dit qu'elle doit savoir, ce n'est pas simplement savoir les données qui sont enregistrées sur elle, c'est de savoir évidemment à qui elles vont servir, pour quel type de finalité, quelles sont les personnes qui sont derrière éventuellement l'application. C'est une information qui est une information complète qui doit avoir lieu, qui permet à la personne de pouvoir, et c'est le deuxième temps de l'autonomie, la transparence, est la seule à permettre, me semble-t-il, l'autodétermination. L'autodétermination, c'est évidemment le fait que chacun puisse à ce moment-là décider elle-même de la manière dont elle se protège, dont elle utilise les mesures qui sont mises à sa disposition. Cela veut dire bien évidemment que ce consentement n'est pas un consentement qui se fait comme ça dans le vide, c'est un consentement qui se fait à l'intérieur d'un certain nombre de balises. Et là, bien évidemment, il est extrêmement important que l'État intervienne pour dire, ben voilà, en ce qui concerne ce consentement, voilà exactement ce à quoi vous allez consentir et qu'il puisse fixer les limites de manière à pouvoir permettre le respect des libertés. Je prends un exemple, il est clair que la base de données manuelle qui a été créée dans un premier temps, on peut commencer à se poser la question de savoir dans quelle mesure est-ce qu'elle n'est pas contraire à un minimum de liberté de la personne lorsqu'on sait que cette base de données manuelle reprend un certain nombre de données qui sont des données relatives à des tiers, que cette base de données manuelle devrait être évaluée au moment, bien évidemment, où on lance un tracing automatique qui assure plus ou moins la même fonction que cette ancienne base de données manuelle qui, à mon avis, contient beaucoup plus de dangers pour nos libertés. Le troisième principe, après la dignité et l'autonomie, c'est la justice sociale. Et ça, je crois que c'est un point auquel on ne fait pas suffisamment allusion lorsque l'on parle des dispositifs de tracing. C'est tout le problème de l'exclusion qui est dû à la fois à la complexité des applications et de leur utilisation, mais qui est dû évidemment aussi à des questions qui sont des questions plus de langage, plus de phénomènes
de clusters qui sont des clusters fermés. Il est donc extrêmement important. Au moment où la Fondation Rabaudouin nous dit qu'il y a 40% des Belges qui sont en risque d'exclusion numérique, il est extrêmement important que nous trouvions des solutions, à savoir que nous ayons égard au fait que nos solutions soient des solutions qui puissent être disponibles vis-à-vis de tout le monde et bien évidemment dans le cadre d'une réflexion qui est une réflexion aux dimensions du monde entier, que bien évidemment il puisse être également accessible à des pays en voie de développement. Le dernier point important, c'est évidemment ce fameux principe do good and do not harm. L'idée est de dire bien évidemment que la technologie doit représenter par rapport au bien-être d'une population une plus-value. Une plus-value, c'est un point important. Il n'est pas question d'utiliser une technologie si elle n'apporte pas un plus. Et donc la question que nous allons nous poser, c'est évidemment de dire il n'y a pas de solutionnisme technologique qui tienne sans que l'on ait d'abord cette évaluation à la fois de l'apport que cela peut avoir sur la santé, mais également, et c'est beaucoup plus important, sur la question du respect de nos libertés. C'est intéressant, et Pierre-Olivier Delay va certainement y revenir, lorsqu'on fait toute la réflexion sur la comparaison entre différents pressings automatiques qui s'appuient sur le Bluetooth, qui permettent donc d'avoir une décentralisation complète. Vous avez bien évidemment les solutions qui sont les solutions auxquelles l'Église a fait allusion, qui sont les solutions DP3T. Vous avez d'autres solutions que, par exemple, la France a pris et qui, me semble-t-il, par la centralisation, pour le fait qu'il y a un serveur central qui reçoit le rapport de l'ensemble des journaux qui sont les journaux inscrits par la personne sur son ordinateur, peut évidemment suivre les choses. Donc, on a besoin de réflexion sur ces technologies, une évaluation des technologies. Alors, je reprends un certain nombre de réflexions qui ont été faites là par Elise, parce que c'est un point qui m'apparaît important, c'est de dire qu'est-ce qui va faire cette espèce d'assessment, cette technologie assessment. Donc, je crois qu'il est extrêmement important, et si vous regardez la réflexion de l'UNESCO, mais de manière beaucoup plus claire et de manière beaucoup plus insistante, le Parlement européen vient de sortir une résolution sur les aspects éthiques de l'intelligence artificielle qui dit de manière extrêmement claire, il faut que l'on crée on a appelé ça le champ de la technologie lente, c'est bien suivi Élise, mais c'est effectivement une espèce d'Office of Technology Assessment qui puisse effectivement mesurer l'impact des technologies sur le bien-être, et qui puisse confronter un certain nombre de points de vue. L'importance dans ce lieu, c'est d'avoir une évaluation qui soit multi-stakeholders, avec bien évidemment la représentant des différentes personnes qui sont intéressées, à la fois les associations de liberté, les spécialistes du sanitaire, etc., mais également, me semble-t-il, mais également, c'est un point important, multidisciplinaire, en ce sens qu'il n'y a pas que les juristes là. Sur ce point, je vois bien évidemment le couplet multidisciplinaire que Élise a entamé tout à l'heure. Je crois que cette évaluation collective permet l'inclusion. Alors, je crois qu'un des gros dangers actuels, c'est qu'effectivement, on a réservé la décision à des experts et le gouvernement. Je crois que si l'on veut créer une confiance, si l'on veut effectivement que ces mesures soient acceptées par la population, il est important que l'on ait cette évaluation collective, inclusive, préalable. Alors, si vous me permettez, je vais conclure sur deux points qui m'apparaissent vraiment importants. La lutte contre le Covid, elle est, me semble-t-il, extrêmement importante. Pourquoi? Parce qu'elle permet à des opérateurs privés, Google, Apple pour ne pas les nommer, mais également pour nos autorités publiques, d'avoir mis au point et d'avoir pu légitimer des systèmes qui sont des systèmes de surveillance de masse, qui sont des systèmes qui, évidemment, permettront demain d'autres applications que celles qui sont actuellement en route pour la lutte contre le Covid.
Donc, il est extrêmement important pour nos démocraties que ces mesures de lutte anti-Covid fassent l'objet de cette évaluation et qu'elles puissent bien évidemment être strictement limitées à la période actuelle et qu'elles puissent bien évidemment disparaître assez rapidement. Le deuxième point qui m'apparaît important, c'est un appel que je souhaiterais faire, un appel à la résilience. À travers ces mesures anti-Covid, il y a une espèce de normalisation, d'acceptation par la population d'un certain nombre de mesures qui sont des mesures, je ne vais pas utiliser le mot liberticide, mais enfin qui sont quand même des mesures qui mettent en cause un certain nombre de libertés. Il y a une espèce de normalisation de la surveillance qui se fait pour des raisons certes légitimes, hein, peut-être, mais qui évidemment posent problème. Donc, mon appel à la résilience, c'est effectivement un appel à la réflexion éthique sur ce qui se passe autour de nous, de manière à ce que la Commission européenne l'a dit, Ursula von der Leyen l'a dit de manière très claire, attention, il est important que le citoyen européen se mobilise pour la conservation de ses libertés. Voilà, Monsieur Kolarov, voilà les quelques réflexions que je souhaitais faire. Merci infiniment, professeur Paulet, et merci d'avoir un peu remis l'église au milieu du village, hein, avec ces principes éthiques extrêmement importants et dont on a tous l'impression, je pense, qu'ils sont absents des débats technologiques en général, qui ont peut-être adopté trop cette approche californienne, hein, move forward and break things, start up and monopolize. C'est plus facile de s'excuser que de demander la permission, hein, mais à force de casser des choses et d'avancer, on touche à des préceptes éthiques qui sont extrêmement dommageables et on ne peut que s'imaginer les conséquences que ça pourrait avoir. Donc, c'est extrêmement important, votre intervention, et merci pour ce rappel. Je profite de l'occasion aussi pour vous inviter à poser les questions au professeur Paulet. Et j'aimerais à présent introduire le prochain conférencier, qui est le docteur Paul-Olivier Dehaye. Il a obtenu son doctorat en mathématiques à l'université de Stanford. Il est d'origine belge, bruxelloise. Il a travaillé en tant que chercheur à l'ULB, à l'université de Stanford, à l'université d'Oxford, à l'école polytechnique fédérale de Zurich. Il est fondateur de personaldata.io, une association travaillant à rendre les droits à la protection des données effectifs et collectivement utiles. Il est intéressé par des pratiques d'enquête collaborative sur les écosystèmes numériques via la cartographie systématique et la participation de la société civile. En tant que mathématicien, il s'intéresse aux contre-pouvoirs nécessaires dans une société médiée par les algorithmes. C'est notamment ce qui l'a amené à enquêter sur la firme Cambridge Analytica, dont vous avez probablement entendu parler. Pour ceux d'entre vous qui ont eu l'occasion de voir le documentaire sur Netflix, qui a beaucoup fait parler de lui, Paul Olivier y apparaît à plusieurs reprises. C'est un des techniciens qui a mis en lumière le détournement de données utilisé par cette société anglaise. Il est aussi dans le comité de direction de My Data Global. Il a fondé la société d'intelligence collective Estia.ai, qui cherche à aider des collectifs de données à maximiser l'utilité de leurs avoirs tout en préservant la confiance. Ainsi de suite. Je passe la suite, mais il détient plusieurs prix et travaille temporairement à la cellule de traçage de contacts genevoise. Il s'exprimera purement en ses capacités personnelles et je profite de l'occasion pour lui passer la parole. Alors, merci Vasile, et merci à tous les intervenants qui m'ont précédé, qui ont, pour leur présentation, d'excellente qualité, très franche et directe, disons, ce qui est très rafraîchissant à entendre. Donc, je vais vous parler des aspects techniques des applications Covid-19. J'ai pas mal de slides. Vous pouvez voir le lien en plus bas et le lien à la fin aussi pour après télécharger peut-être certains des liens que je mentionnerai. Donc, le traçage de contact, on a un graphe de personnes, on a certaines personnes qui sont infectées, dont on sait qu'elles sont infectées, d'autres on ne le sait pas et d'autres ne le sont pas. On va essayer de comprendre comment le virus se propage ou d'agir pour limiter la propagation du virus. Le problème, c'est que la société est très complexe, les gens interagissent dans plein de façons différentes. Qu'est-ce qu'on peut faire? Quand on voit cette image, la réaction de certains a été de se dire on va construire une application. Et on va construire une application, mais pour faire quoi? Pour faire du traçage de contact, c'est-à-dire
Imaginons une situation où cette personne A se balade le jour 1, et se balade et à la maison rencontre la personne B, dans un train rencontre la personne C et D, etc. Passe sa journée tout à fait normalement. Au jour 2, cette personne a de la fièvre. Elle demande un test, le test est positif et du coup, les personnes B, C, D, etc. sont contactées pour être mises directement en quarantaine. Le but étant de limiter la propagation issue de B, C, D, en tout cas de ceux qui sont infectés dans ce sous-groupe-là, vers plus de personnes. Alors, comment est-ce qu'on va mesurer le fait que des personnes étaient à risque? Et l'idée, c'était d'utiliser, la première idée qui a émergé, qui a un peu battu les autres, c'était d'utiliser les signaux Bluetooth. C'est quoi l'idée? Imaginons la situation à gauche, un téléphone qui commence à envoyer des signaux Bluetooth. D'autres téléphones vont recevoir ces signaux, mais pas tous avec la même intensité. C'est ce que vous voyez à droite. Le signal se dégrade, perd de l'intensité. Et donc, cette intensité perçue peut servir de proxy comme mesure de distance. Et en tout cas, c'est ça l'idée, c'est qu'on puisse mesurer la distance à partir de l'intensité du signal Bluetooth. Alors, quand cette idée a émergé vers environ mars, un article très influent a émergé venant d'Oxford, qui a été publié dans Science, je crois, qui essayait d'évaluer en fait la faisabilité du traçage de contact pour tuer l'épidémie dans l'œuf, en quelque sorte, comme dépendant, donc le succès dépendait de deux pourcentages, le pourcentage de succès à isoler des cas positifs et puis le pourcentage de succès à isoler des cas de quarantaine. Donc, ce n'était pas tout à fait le papier le plus clair du monde, disons, à interpréter, mais les gens ont interprété ça comme, si 60% des gens installaient une application, c'est bon, on vaincrait le Covid. Une application qui serait autrement parfaite à trouver les contacts à risque, à les notifier directement, etc., etc. Alors, qui va se charger de développer cette application? Donc, pour faire un petit historique, ce qui je crois est important, une fondation, la fondation Botnar, s'est avancée et a offert plusieurs millions de francs suisses, donc 5 millions de francs suisses, à un projet issu de l'EPFL pour travailler sur le traçage de contacts. Et au départ, l'EPFL a commencé à travailler avec un consortium européen qui s'appelait PEP pour faire du traçage de contacts, mais dont la caractéristique était de centraliser les données. C'est suivant un long processus, PEP s'est réduit à peau de chagrin en quelque sorte, et il n'en reste que Anti-Covid, le projet français, qui lui centralise les données. Mais plutôt que PEP, un autre projet s'est imposé, ou un sous-projet, un projet qui a émergé, qui a incubé dans PEP, mais qui après a émergé indépendamment, c'est le projet DP3T de traçage de contacts décentralisé. Donc brièvement, je vais vous en redonner l'idée. On a deux téléphones, A et B. A et B, toutes les 15 minutes, diffusent un identifiant. Donc ici, AKJ à 10h, ITJ à 10h15, etc. Donc ces identifiants sont émis. Alors on pourrait dire que ces identifiants sont aléatoires, mais ce n'est pas tout à fait vrai. Ces identifiants sont en fait générés à partir d'une clé aléatoire. Donc ces identifiants ne sont pas aléatoires, mais sont générés à partir d'une clé qui sera, elle, aléatoire et qui sera la même sur toute la journée. Donc, tous les téléphones font ça. Donc, un téléphone aura entendu au cours de la journée une multitude d'identifiants comme ça, d'apparence aléatoire. Et ce que ce téléphone ne sait pas, c'est qu'en fait, les identifiants ETJ, OGY, RNW, EAK et KNF, les bleus sur ce dessin, ont en fait pour origine le même autre téléphone qui a utilisé le même germe pour générer tous ces identifiants bleus. Alors, donc ces germes, c'est les KE, KB, KD, KC que vous voyez sur la droite. Alors, l'idée, c'est que si le téléphone vert ici est identifié comme étant positif ou associé à une personne qui teste positif, ce germe sera repartagé avec une autorité centrale pour après être retransmis au téléphone. Et ici, c'est le téléphone rose et le téléphone vert qui sont identifiés comme étant positifs, qui seront repartagés avec le téléphone écoutant, si vous voulez. Et le résultat, c'est que le téléphone écoutant sait qu'il a entendu une multitude d'identifiants au cours de la journée associés au même germe, et donc du coup, il peut commencer à compter, à évaluer le risque, la durée en fait du risque, et grâce à l'intensité du signal, la distance du risque associée à ces expositions.
Et grâce à ça, il y a un calcul de risque. On peut évaluer au nom du téléphone si vraiment il y a un risque d'exposition au virus ou pas. Alors, ça, c'est ce que je vous ai décrit, c'est un protocole. Mais ce qui s'est passé à partir de là, c'est qu'une multitude de chercheurs en sécurité ont commencé à décider et à dicter, en gros, donc je fais écho à ce que le professeur De Graaf disait, ont commencé à dicter comment lutter contre l'épidémie sans vraiment de participation citoyenne. Il y a eu une énorme lutte sur les protocoles de sécurité qui étaient parfois, franchement, assez émotionnels, parfois de mauvaise foi, comme on pourrait dire, et aussi qui ne cherchaient pas forcément toujours la meilleure solution, mais qui était plus focalisé dans une lutte duale entre le protocole décentralisé et le protocole centralisé. Et parfois, le but était plutôt de couler l'autre protocole que de développer le meilleur protocole possible. Ce qui est évidemment très malheureux. Ce qui a tout changé, c'est l'annonce le 10 avril par Google et Apple, qui était en gros qu'ils ont décidé qui gagnerait. Donc, ils ont décidé que le modèle décentralisé gagnerait, sans doute pour des bonnes raisons, et qui n'aiderait pas le protocole centralisé. Ce qui est problématique là-dedans, ce n'est pas le choix, mais c'est le fait que ce soit eux qui aient posé le choix. C'est le fait que ce soit eux qui aient en gros fait un coup d'état technologique, un coup technologique. C'était une prise de pouvoir complète, une dépossession non seulement du citoyen, mais aussi des États sur les moyens techniques à mettre en œuvre pour lutter contre l'épidémie. Résultat, la bourse Botnar, donc c'est 5 millions de francs, ont été réalloués au projet DP3T depuis l'EPFL, donc pour financer ce projet-là plutôt que le projet décentralisé plutôt que le projet centralisé. Et le résultat direct, c'est l'application SwissCovid. Le résultat indirect, via Ricochet et l'application CoronaWarn en Allemagne, c'est devenu évidemment CoronaAlert, comme on vient de l'entendre. Donc toutes ces applications sont basées sur le même protocole décentralisé. Alors, je voudrais passer quelques minutes à un petit peu taper sur ce protocole, taper sur ces applications et expliquer les multiples problèmes qui y sont liés. Tout d'abord, le Bluetooth. Alors, ça, c'est vraiment le point de départ qui est absolument sidérant. Donc, on a beaucoup dit que les inventeurs du Bluetooth ont déjà insisté que le Bluetooth n'avait pas été inventé pour ça et que ça ne marcherait jamais. Mais je pense qu'une démonstration visuelle est beaucoup plus efficace. Donc, si vous allez à ce lien-là, vous pourrez voir une petite vidéo. C'est vraiment pas compliqué. À la situation de gauche, le téléphone il est devant la poche, devant la personne, il est dans la poche de devant, pardon. Dans la situation de droite, le téléphone il est dans la poche de derrière. Donc en gros, il y a une cuisse entre le téléphone dans un cas et pas dans l'autre. Et on voit la différence sur l'intensité du signal. Donc en décibels, ça veut dire 20 décibels de moins d'un côté que de l'autre. En termes d'interprétation de la distance, c'est un facteur multiplicatif de 10. Donc ça veut dire que 2 mètres de distance quand les téléphones font face à face dans les poches de devant sera interprété comme 20 mètres de distance quand un seul des 2 téléphones est dans une poche de derrière. Donc on voit que utiliser le Bluetooth pour mesurer la distance est hautement approximatif. Alors un autre exemple, il y a des chercheurs en Irlande qui ont fait des tests sur des vrais trains pour évaluer l'utilité du Bluetooth pour mesurer la distance. Et se sont rendus compte qu'en fait, malheureusement, l'intensité n'était pas monotone, au sens qu'on pouvait écarter 2 téléphones et avoir une mesure d'intensité plus grande. Donc une interprétation que ces 2 téléphones étaient en fait plus rapprochés. C'est l'opposé de ce qu'on devrait avoir. Donc ça, c'est ce qui se passe quand on fait des mesures dans un vrai train, un train qui est métallique, qui a des sièges en métal et qui est une boîte de conserve en gros. Alors par opposition, vous pouvez voir ici comment l'application SwissCovid et beaucoup d'autres applications ont été calibrées. Ça, c'est un hall à l'EPFL où on voit qu'on simule un train avec des recrues qui s'asseyent et c'est comme ça qu'on simule un train. Donc dans un grand hall bien ouvert. Et c'est là-dessus qu'on a calibré SwissCovid. Alors les Allemands ont fait un peu mieux. Ils ont été chercher, je ne sais pas, dans une agence de voyage ou quelque chose comme ça. Ils ont été chercher 4 vrais sièges, mais pour une agence de voyage, pour un display, pour présenter l'idée d'un train, quoi. Et ils ont mis ça au milieu de plein d'autres chaises. Et c'est ça qui a servi à simuler un train. Alors un autre aspect, c'est qu'il n'y a aucune ou presque aucune encryption dans tout ça. Donc tous ces identifiants dont je vous ai parlé, ils circulent complètement en clair. Donc il y a, pour peut-être des bonnes raisons, il n'y a aucune encryption, ce qui veut dire que n'importe qui écoute
peut accumuler de l'information qui peut être utile. Et si on arrive à écouter assez, en fait, alors il y a un risque de réidentification, parce qu'on commence à savoir où les personnes se trouvaient quand, et même un risque de surveillance d'une population au sens large par un adversaire pour évaluer la positivité de tout individu dans la population. Il y a aussi des risques d'attaque. Ces signaux Bluetooth circulent non encryptés en clair, donc à partir de n'importe quel téléphone ou de n'importe quel ordinateur ou de n'importe quel petit appareil, un Arduino ou quelque chose comme ça, on peut commencer à interférer avec le protocole et faire des attaques de relais ou différents types d'attaques actives pour signaler des faux positifs ou des faux négatifs. Donc c'est non seulement le problème des faux positifs ou des faux négatifs. Alors la réponse à ça des autorités suisses, des autorités de cybersécurité, c'était de dire c'est une attaque trop difficile, c'est une attaque qui doit être menée depuis le territoire suisse, par exemple avec des terminaux de paiement, ce serait une possibilité, mais donc c'est sujet à la juridiction suisse. Alors c'est du grand n'importe quoi. Dans un article avec Joël Reardon, qui est professeur à l'université de Calgary, enfin dans 2 articles en fait, on a montré que ces attaques pouvaient être déployées via une multitude de vecteurs, notamment par exemple tout l'écosystème des applications dont on ne sait à peu près rien, mais qui utilisent ce qu'on appelle des SDK, donc des Software Development Kits, qui vont servir déjà qui vont aider les développeurs à construire leurs applications, mais qui vont aussi servir de mouchards pour espionner du trafic, notamment du trafic Bluetooth. Et notamment, on avait identifié une société qui s'appelle Xmode, et un intermédiaire de cette société, donc une application qui s'appelle Bubble Level, développée par la société Pixel Pros, donc Bubble Level, 1 million d'utilisateurs, qui utilisent un SDK qui s'appelle Xmode, qui va collecter des données Bluetooth à tire-larigot. Alors, la particularité de Pixel Pros, c'est qu'elle est basée à Annecy, qui est tout près d'ici. Donc, j'avais été carrément visiter le développeur chez lui pour lui parler, pour bien comprendre tout l'écosystème, pour m'assurer qu'on ne disait pas n'importe quoi. Et effectivement, c'est vrai. Vous pouvez imaginer notre surprise quand un peu plus tard, même il y a quelques jours, un article est sorti dans Vice disant qu'un des clients de Xmode, c'était l'armée américaine. Donc l'armée américaine qui achète ces données Bluetooth. Et ils ont même été jusqu'à interviewer exactement la même personne à Annecy dans cet article de Vice comme développeur d'applications qui après pouvaient collecter du Bluetooth. Donc en gros, on a une chaîne d'acteurs qui ont tout à fait la capacité d'espionner le trafic Bluetooth à l'échelle, avec tout à fait une possibilité de faire des mécanismes de surveillance, d'interférence, et voire même, encore pire, un écosystème commercial qui permet le développement de telles attaques. Ce n'est plus des attaques à ce moment-là, c'est juste un service qu'on peut acheter, que l'armée américaine achète. Donc une observation, c'est que cet argument n'est pas que les risques présentés disqualifient automatiquement ces applications. L'argument ici, c'est que les risques existent vraiment et que ces risques devraient être discutés, en fait. Devraient être discutés, présentés, informés au grand public pour qu'ils puissent faire vraiment chacun une décision individuelle d'installer ou pas cette application. Il ne faut pas présenter un vernis parfait sur ces applications. Alors un autre argument qu'il est très difficile de faire entendre, mais qui progressivement commence à émerger et qui, en fait, va ressortir tout bientôt, dans les jours qui viennent, enfin, ça a l'air d'être le mois où les gens commencent à en prendre conscience, et qui, en gros, va nous relancer sur un deuxième round sur ces applications, que j'espère être plus constructif que le premier, c'est que ces applications ne font pas la bonne chose d'un point de vue épidémiologique. Donc tout d'abord, quand on a évalué, si je vous rappelle cet article d'Oxford, quand beaucoup de gens ont cherché à évaluer cette étude, moi y compris, on n'a pas compris ce que cette étude mesurait. On n'a pas bien compris. Donc ce qu'elle mesurait, c'était l'utilité du fait d'isoler les gens immédiatement lors des symptômes. Ce n'était pas directement l'utilité de l'app. Donc c'était assez difficile de découpler l'utilité de l'app par rapport à l'utilité d'autres mesures. Certains, donc par exemple Amaury Lambert, donc un professeur en France, a tout à fait identifié ce problème de lecture, disons, des résultats. Et donc déjà le 5 mai, il expliquait qu'en fait, la bonne manière d'interpréter cette étude, c'était de dire que l'utilité de l'app était absolument minime dans ce mode d'utilisation-là, vis-à-vis d'autres mesures de traçage. Alors, il y a un côté positif à tout ça, c'est que quand en fait on observe ce que les Asiatiques principalement font vraiment, comment ils font vraiment le traçage de contact, on se rend compte qu'ils utilisent certaines caractéristiques du Covid, intrinsèques du Covid, qui sont différentes de celles de la grippe pour lutter contre le virus. Donc, si la grippe a
un mode de propagation où chaque personne en infecte en moyenne 2, donc ça c'est arbre de propagation, ben, le Covid, ce n'est pas du tout comme ça. Le Covid, par contre, se transmet plutôt par explosion. Donc sur 10 personnes, il y en a 8 ou 7 qui vont infecter personne, il y en a 2 qui vont infecter peut-être une personne, et puis il y en a un qui va infecter 10 autres. Donc en fait, on a vraiment intérêt à essayer d'aller rechercher cette personne-là et cet événement de propagation ou les circonstances de propagation pour tuer ces propagations dans l'œuf, ces explosions dans l'œuf en fait. Les Japonais disent carrément qu'on peut tolérer la plupart des infections un pour un, mais qu'il faut par contre se focaliser sur ces explosions et qu'il faut bien les contrôler. Donc il y a un article qui est paru dans Science hier qui évalue sur des milliers de paires d'infectés infecteurs et qui montre, vous voyez l'histogramme en bas, que presque 80% des gens n'infectent personne. Environ 15% des gens infectent une personne, et puis c'est le reste qui est responsable de vraiment toutes les autres infections. Et donc c'est détecter ces événements-là qui est très important. Donc, c'est ce contraste entre le traçage de contact vers l'avant et le traçage de contact vers l'arrière. L'idée, c'est ce qu'on fait pour l'instant, ce dont on discute avec les apps de traçage pour l'instant, c'est ce qu'il y a sur la gauche. Et ce qu'il faudrait faire, c'est ce qu'il y a sur la droite, où on cherche à vraiment comprendre la source d'une propagation pour pouvoir aller après, manuellement, retrouver tous les cas plus loin. Alors, progressivement, différentes personnes ont commencé à comprendre ça, les autorités cantonales ici en Suisse, les chercheurs de l'EPFL. Et donc maintenant, ils sont en train de développer d'autres solutions. Il y a un truc qui s'appelle Social Pass sur le canton de Vaud, ou Notify Me, développé par l'EPFL. Mais il y a aussi un risque Donc l'idée, là, c'est de tracer la présence des gens dans des situations qui, potentiellement, pourraient mener à une large propagation. Donc c'est en fait beaucoup plus ciblé. On pourrait dire que le traçage de contact, comme fait par les autres applications, c'est du traçage, c'est de la surveillance de masse parce que c'est pas ciblé, alors qu'ici on va cibler durant des événements où il pourrait y avoir une propagation accrue. On court le risque de reproduire ce qu'on a fait durant la première vague, c'est-à-dire que ce soit encore une fois la technologie qui mène la danse et pas les intérêts épidémiologiques. Il y a aussi un risque de confusion entre la première solution et cette deuxième-là qui est en train d'émerger, donc d'essayer d'intégrer trop les deux ensemble, parce que maintenant la première solution commence à avoir un passé, SwissCovid commence à avoir un passé en lui-même. SwissCovid introduit cette dépendance avec Google et Apple, et c'est la même chose pour Corona Alert. Et puis en termes de communication publique, de santé publique, en termes de confiance vis-à-vis de la population, je pense qu'il faudrait savoir être clair avec la population qu'il y a un vrai changement de stratégie et que ce changement de stratégie amène différents outils numériques. Ce serait aussi un message assez plein d'espoir en fait vis-à-vis de la population. On a fait des erreurs auparavant dans le traçage de contact. C'était la stratégie en elle-même qui était mauvaise. C'était pas seulement des processus techniques qui ont échoué et tout et qu'on va faire tourner plus vite. C'était vraiment la stratégie en elle-même qui était mauvaise. Donc voilà, donc c'est mes conclusions. On s'est précipité, on a espéré trop en mars, on cherchait des solutions, n'importe quoi en fait aurait presque pu passer. Déjà en juin, avant même le déploiement de l'application suisse, on savait déjà certains savaient déjà que c'était lié à une mauvaise compréhension des modèles épidémiologiques. Ces applications ont émergé parce que des ingénieurs ont reçu des specs techniques et ont résolu ces specs techniques, mais c'était malheureusement les mauvais specs techniques. Tous ces consortia n'ont pas vraiment donné d'espace pour corriger leurs erreurs, pour être suffisamment inclusifs du feedback. Malheureusement, tous ces efforts ont pris énormément d'espace de pensée commune, de mental space, je ne sais pas trop comment dire, mais il y a eu tellement de discussions là-dessus plutôt que de se focaliser sur d'autres choses qui étaient plus basiques, la communication grand public, le test, le traçage manuel, l'explication de l'utilité de ces différentes mesures. Et puis à long terme, je fais vraiment écho à ce que le professeur De Graaf a dit, il y a un vrai risque de perte de confiance dans les gouvernements sur tout ce qui a trait au numérique. Et en fait, c'est même par design. On pourrait dire que c'est par design, parce que la stratégie du groupe DP3T a été explicitement de dire qu'il ne faudrait pas faire confiance au gouvernement. Il ne faudrait absolument pas faire confiance au gouvernement et que c'est pour ça qu'il fallait développer des applications décentralisées. Ce qui me paraît, en temps de pandémie, en temps de désinformation extrêmement prévalente, un message très, très, très risqué, parce qu'il est évidemment facile de le récupérer à d'autres desseins que de lutter contre l'épidémie.
Je m'excuse auprès de Vassil Kolarov d'avoir été bien au-delà de mon temps, mais merci beaucoup. Merci infiniment, Paul-Olivier. C'est extrêmement intéressant. Et, oui, j'aimerais épingler effectivement tout ce que tu as dit par rapport à l'absence de débat scientifique en amont, en l'absence de débat de société quant à l'application qui doit être utilisée. Et finalement, le fait que c'est les grands groupes technologiques qui ont tranché, en l'occurrence Apple et Google, avec toutes les conséquences que ça entraînait d'un point de vue technique déjà, avec le fait que épidémiologiquement, c'était peut-être pas la solution la plus optimale, et que en plus, il y a eu tous ces soucis d'attaque active ou via les relais SDK ou d'écoute passive. Donc, c'est extrêmement intéressant. On va passer à la session questions-réponses. J'aimerais passer la parole à notre délégué général adjoint à Paris, Maxime Watrin, qui travaille donc à notre délégation générale Wallonie-Bruxelles à Paris auprès de l'UNESCO. Merci Maxime. Merci beaucoup Vassil. Merci à tous les orateurs pour tous ces avis très éclairés et très éclairants. Comme disait Pierre-Paul Olivier, c'était très, très franc. Donc, on ouvre des yeux parce que pour toutes des profanes un peu comme nous qui ne connaissent pas beaucoup les technologies, c'est assez impressionnant vos trois présentations. Je tiens aussi à remercier chaleureusement Fabienne et toute l'équipe de la délégation générale Wallonie-Bruxelles à Genève pour l'organisation de ce webinaire. Et c'est aussi très intéressant parce que ça s'organise aussi, ce webinaire s'organise dans les activités du groupe de travail sur l'éthique de l'information présidé par Yves, professeur Poulet, donc, du programme Information pour tous de l'UNESCO. Et c'est un sujet, et ce que vous nous avez dit tous les trois rend en plus la discussion de ce sujet d'autant plus importante. Donc moi j'avais préparé une question mais qui semble un petit peu maintenant dépassée à la lumière de ce que vous avez dit. On a dans le premier narratif de ces applications de traçage, on disait ah oui, il faut qu'il y ait beaucoup de gens qui téléchargent des applications et c'était un peu pour qu'elles soient efficaces. C'était un peu le concours de beauté entre tous les pays pour celui qui a le plus téléchargé. On peut remarquer, par exemple, que Corona Alert en Belgique a été téléchargé maintenant plus de 2 millions de fois, donc c'est quand même près de 20%, et ça reprend fort le sondage que vous avez fait au début du webinaire, Vassil, où on avait aussi plus ou moins 20% des participants qui avaient téléchargé une application, mais par exemple, donc en Belgique, on se gargarise, on dit ah c'est un succès, c'est vraiment très très bien. En France, on voit que la première application Stop Covid n'a pas bien fonctionné. Elle n'a même pas été téléchargée par le Premier ministre Jean Castex. Il a été un peu pris la main dans le sac lors d'une interview sur France Inter. Mais la deuxième appli, qui c'est tous anti-Covid, est maintenant téléchargée à près de 10 millions de fois. Donc, on est aussi à plus de 20%. Et moi, ce que je voulais vous demander, je ne connais pas la situation sur SwissCovid en Suisse, mais on prend ça comme un des outils. Alors, vous nous expliquez qu'il y a des grands enjeux derrière tout ça. Il y a des enjeux éthiques, des enjeux juridiques, il y a des enjeux technologiques et même au-delà de ça, j'ai envie de dire, de rapports de force entre gouvernements et grandes entreprises du numérique. Mais est-ce que vous pouvez, Pierre-Paul Olivier a terminé en disant que les stratégies étaient pas les bonnes, qui ont été prises et qui ont décidé vers ces applications. Et là, on voit d'une part en France et en Belgique, enfin en Suisse et en Belgique, des applications décentralisées et en France plutôt centralisées. Mais est-ce que vous expliquez les différences d'appropriation de ces applications nationales, Belgique ou France, par des considérations juridiques et ou éthiques, et comment, un peu pour rebondir aussi sur ce que Paul Olivier a dit, on pourrait revenir vers la confiance vers le citoyen. Est-ce que les nouvelles applications telles qu'elles sont développées en Suisse pourraient être... Est-ce que ce serait possible même politiquement, mais en prenant vos arguments que vous avez expliqués, de revenir et de dire, ben voilà, notre stratégie n'a pas été la bonne, rechangeons peut-être d'application. Enfin, voilà, un petit peu sur comment faire pour que l'appropriation soit bénéfique, si c'est nécessaire, si c'est vraiment une application automatique de traçage est le plus pertinent. Merci.
Je veux bien prendre la question. Alors, il y a plusieurs questions en fait. Dans l'utilité, l'utilité des applications sur le modèle décentralisé croît comme le carré de la proportion de la population qui l'installe. Donc, si c'est 1/5 de la population, comme en Belgique ou en Suisse en première approximation, ça veut dire que 1/25, si le Bluetooth fonctionne parfaitement, 1/25 des événements de transmission seront logués. La même chose est présente pour le modèle centralisé. C'est-à-dire qu'il faut, pour qu'un événement soit mesuré, il faut que les deux téléphones aient l'application installée. Par contre, dans l'autre mode d'utilisation, donc le mode de détection des clusters en quelque sorte, le modèle centralisé peut faire plus. C'est-à-dire qu'on peut savoir que 3 personnes ont testé positif plus tard et étaient au même endroit. Alors que le modèle Google Apple ne permet d'observer les choses qu'en paire, en fait. Donc, le modèle centralisé permet d'observer en triple. Donc, l'utilité ou plus. Donc, l'utilité pour détecter des événements de propagation est plus élevée, des événements de superpropagation est plus élevée dans le modèle centralisé. En gros, parce qu'il collecte plus de données. Donc, je dirais que de ce point de vue-là, le jury est un peu... il doit encore se décider, disons, sur l'utilité comparative. Mais je pense que pour continuer avec le thème de la franchise, la question est la mauvaise. C'est pas une bonne question parce que cette question-là vient bien après avoir convaincu la population qu'il faut changer de stratégie et lui avoir expliqué pourquoi il faut changer de stratégie. Les caractéristiques du virus, comme elles sont comprises depuis déjà plusieurs mois, et à partir de là, en fait, je pense qu'en Allemagne, ils en sont au stade où ils expliquent aux gens. Voilà, quand vous allez à un endroit, quand vous rencontrez des gens, il faut maintenir un calendrier de toutes vos rencontres. Et puis, quand on commence à faire ça, on se rend compte très vite, peut-être que je devrais le faire autrement, en fait. Peut-être que je devrais avoir des outils électroniques pour le faire. Et là, il y a de la demande. Donc, c'est pas exactement le même mécanisme pour convaincre les gens. Merci. Tu es en mute. Oui. Ah oui, pardon. Excusez-moi. Professeur de Grave en premier et après le professeur Paulet. Oui, moi je voulais expliquer qu'en Belgique, en fait, l'application qui incitait beaucoup à la méfiance au départ a finalement été lancée fin septembre. C'est-à-dire quand la deuxième vague démarrait et donc on a vraiment pris les gens par la peur et pas par la confiance. Et le problème, c'est qu'on est quand même en train de collecter des masses de données depuis des mois. Donc, les gens qui allaient au resto devaient tous donner leurs coordonnées avec des restaurateurs qui étaient perdus, qui ne devaient demander qu'une adresse mail, mais qui demandaient quand même l'ensemble de la famille, l'adresse mail, le numéro de GSM. Ils ne savaient pas très bien, ils voulaient bien faire. Et donc, ça a donné lieu quand même à un effort de pédagogie au resto, ce dont on n'a quand même pas envie, en disant, écoutez, non, l'arrêté royal prévoit l'adresse mail et pas l'ensemble des... Bon, il y a eu des données Eureka. Il fallait remplir un formulaire de dingue au retour des vacances, un formulaire qui existe toujours avec le prénom des enfants, l'âge des enfants, l'adresse du lieu de vacances, l'adresse de destination, etc. Et on se rend compte que de ces données, on ne fait rien. On n'a même pas été fichu d'identifier où étaient les foyers de contamination sur les campus universitaires. Or, tout ça est enregistré puisqu'on doit aussi enregistrer quand une personne est testée, on doit enregistrer sa collectivité. Quelle école, quelle UNIF, quel home de personnes âgées, etc. Et donc, on se rend bien compte que ces données, elles ne sont pas collectées pour lutter contre le virus. Elles sont probablement collectées pour tout à fait autre chose. Et donc, il se dit que probablement, on est en train de constituer au sein de l'État belge un outil d'intelligence artificielle en matière de santé et que donc c'est l'aubaine de pouvoir collecter toutes ces données maintenant. Alors, ce n'est pas illégitime de vouloir faire un outil d'intelligence artificielle en matière de santé. C'est peut-être même très, très bien. Mais ça ne doit pas être décidé par les 2-3 personnes qui, pour le moment, ont le pouvoir bien en main, parce qu'au départ, ce sont des techniciens qui ont compris avant les autres comment ça fonctionne. Et donc, je pense que progressivement, les gens vont s'en rendre compte. Enfin, ils se sont rendus compte, ils ont donné leurs informations partout où ils allaient. Maintenant, ils se retrouvent quand même confinés. Et donc, parce que cette application, on ne sait toujours pas si cette application fonctionne. Alors, on sort des chiffres, mais on n'a toujours aucun chiffre, par exemple, du nombre de personnes asymptomatiques qui, sans l'application, n'auraient pas été testées positives. On ne sait pas.
Et donc, on sait bien qu'il y a des gens qui sont symptomatiques et qui ont l'appli, qui ont été testés positifs, mais ils auraient été se faire tester aussi s'ils n'avaient pas l'application. Donc, on n'a toujours aucun retour de l'efficacité. Et c'est des choses que le Centre de connaissance de l'Autorité de protection des données avait demandé qu'on fasse. Ça a été, l'analyse d'impact de l'appli Corona Alert avait été quand même fort critiquée, et de tout ça, on ne fait rien. Et donc, ce sont des éléments qui progressivement sortent, sont connus et qui vont faire réfléchir les citoyens. Je pense qu'effectivement, une deuxième génération d'applications serait la bienvenue pour se rendre compte que, voilà, dans l'urgence, on a essayé de faire comme on pouvait, mais ce n'était pas le bon chemin à suivre. Merci. Je ne vais pas prêter de mauvaises intentions à ceux qui ont mis en place les applications manuelles de tracing. Ce qui est certain, et Elise a raison, ce qui est certain, c'est que l'application Corona Alert est arrivée vraiment au bon moment, ce qui n'était pas le cas en France. Maintenant, en ce qui concerne effectivement l'ensemble des autres mesures dont elle a fait part, je crois que là, on est devant un exemple complet de non-respect du principe de proportionnalité. La proportionnalité implique bien évidemment que l'on n'utilise des données que dans la mesure où il est montré qu'elles sont nécessaires à l'obtention des buts légitimes que l'on poursuit. Il est certain que ce qui a été fait en ce qui concerne les demandes auprès des restaurateurs et autres va bien au-delà de ce qui est nécessaire. Un point également en ce qui concerne le succès de Corona Alert, c'est vrai que ça fait 2 millions. C'est vrai que l'APD a donné, l'Autorité de protection des données a donné un satisfait sheet à cette application, peut-être pas en connaissance complète de cause, mais en tout cas, elle avait été suffisamment sévère vis-à-vis d'autres des applications de tracing manuel pour qu'on puisse lui faire confiance. Et alors, il y a surtout, il me semble-t-il, la confiance qui a été créée par la publication d'open source et par le Privacy Impact Assessment qui a été publié par le gouvernement et les porteurs de cette solution de Corona Alert. Voilà, j'ai l'impression que la transparence est une bonne chose. Ma question, moi, pour Olivier, était de poser la question de savoir est-ce qu'il y a moyen de se passer de Google et d'Apple. Si on veut utiliser les GSM, mais il n'y a rien à faire, vous avez un operating system qui visiblement appartient et est propriétaire de Google et d'Apple. Et donc, à partir de ce moment-là, qu'est-ce que l'on peut faire? Et je crois que là, il y a un problème d'autorité de l'État, parce que là, la question est de savoir dans quelle mesure est-ce que l'État, et en particulier les États européens, n'ont pas l'obligation de se mettre en position de force par rapport à des acteurs privés qui véritablement ont des monopoles. Alors, je vais voir un petit peu ce qui va se passer, puisque pour le moment, on discute très fort du Digital Service Act et de la considération que l'on fait en ce qui concerne les gros, les GAFAM, d'être des espèces de gatekeepers qui doivent être régulés parce qu'ils ont cette espèce de monopole. Je crois qu'il est temps qu'on le fasse, parce que sinon, on restera toujours dépendant de ces acteurs privés. Donc, on ne sait pas très bien, parce que là, je crois qu'on peut éventuellement craindre qu'il y ait des applications qui soient par la suite faites sur base d'un certain nombre d'informations, ou en tout cas sur base de la technologie qui était acquise dans le cadre de la lutte contre le Covid. Alors, plusieurs éléments encore de réponse. Si on veut utiliser le Bluetooth comme décrit avant, on dépend principalement de Apple. Pas de Google en fait, mais on dépend de Apple parce qu'ils ont un contrôle très fort sur les API. Maintenant, le problème que je vois, c'est pas forcément directement la dépendance, c'est que plein d'États se sont précipités pour standardiser dans un modèle global sur lequel évidemment ces deux entreprises ont un pouvoir presque absolu, des notions comme l'identification des citoyens avec un numéro unique ou un numéro presque unique. Ça, c'est une chose. Et la deuxième, c'est les messages qui transitent et leur signification. Donc, la sémantique de ces échanges, même à un niveau interopérable entre pays, ce qui aurait été inimaginable l'année passée, que des pays se mettent d'accord pour le faire. Mais là, les pays ont déjà fait tout ce travail de standardisation pour Google et Apple, en fait.
Il y a aussi un truc qui était intéressant, c'est qu'il y avait 6 pays européens qui se sont mis ensemble pour écrire une lettre concernant justement ce sujet, la dépendance qui avait été introduite par Google et Apple autour de GAN, donc de leur Exposure Notification Framework. Je ne me souviens plus si la Belgique l'avait signé, mais la Suisse ne l'avait pas signé. Donc ces pays, malgré le fait qu'ils utilisent le protocole, enfin le framework, avaient signé une lettre pour en gros s'opposer à la dépendance qui en découlait. Je pense qu'il y a 2 questions qui sont importantes dans le... Oui, alors merci beaucoup pour ces échanges. On a pas mal de réactions et de questions dont l'onglet conversation et l'onglet questions-réponses. Peut-être 2 remarques. La première par Pascal et Georges qui nous signale effectivement que ces applications de traçage ne sont accessibles que sur les nouveaux téléphones, les téléphones nouvelle génération. Donc si vous avez un téléphone qui a plus de 4-5 ans, vous êtes un peu exclu de cette possibilité. Ensuite, Antoine Barbry nous signale effectivement que vu la transmission par aérosol du virus, la distance est importante, mais la durée d'exposition aussi. Et je vous invite à découvrir l'ensemble des liens que Paul Olivier a partagés avec nous tous dans la conversation. On a une question de Nicolas Willems. En matière d'e-gouvernance, quels sont les chantiers et réformes prioritaires pour que la Belgique redevienne une bonne élève? Et puis, une deuxième question que j'aimerais prendre, c'est comment identifier les cas explosifs? Question posée par Isabelle Chartier qui est extrêmement intéressante. Et je m'excuse d'emblée auprès de tous ceux qui ont des questions et qu'on ne saura pas prendre vu le timing un peu serré. Merci. Donc, je répète, première question, probablement à destination d'Élise et de professeur Poulet, qui est en matière d'e-gouvernance, quels sont les chantiers et réformes prioritaires pour que la Belgique redevienne une bonne élève? Merci. Je commence. Alors, à mon sens, il est très important de refaire une décentralisation de données au sein de l'État. Et donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il y a 15-20 ans, on avait, au moment où se construisait l'administration électronique, l'idée était de faire vraiment des réseaux sectoriels par type d'événements de vie, de lignes de vie. Donc, il y avait le réseau sécurité sociale, le réseau fiscal, le réseau automobile, etc. Et donc, l'idée était de distinguer ces réseaux pour ne pas qu'à un moment, on puisse tout agréger, notamment à Pirate, et qu'on puisse avoir toute votre vie qui défile sur l'écran. Ça faisait notamment écho au projet Safari en France, qui avait voulu créer une base de données centralisée, qui allait centraliser toute votre vie et qui avait effrayé les Français. Mais maintenant, on en est loin, puisqu'on a créé le même numéro d'identification pour chacun de ces réseaux, qui est le numéro d'identification du registre national, qui est un numéro qui commence à être fort banalisé. Il est sur la carte d'identité électronique, mais il est utilisé par des commerçants pour des cartes de fidélité, par des dentistes et des médecins au motif de vouloir enregistrer votre identification parfaite dans leur base de données, etc. Donc ce numéro est banalisé, alors que c'est vraiment le sésame universel, un mot de passe universel, pour arriver à toutes vos données au sein de l'administration. Et c'est ce même numéro, par surprise, qui est utilisé pour le traçage, ce qui n'est absolument pas normal. On aurait pu créer un réseau Covid avec un numéro aléatoire qu'on donnait aux citoyens quand ils venaient se faire tester, comme quand vous allez faire une commande à la boucherie, vous prenez votre ticket, c'est un numéro aléatoire, et ça ne permet pas de lier maintenant donc, vos données santé peuvent être liées avec les données sécurité sociale, vos données fiscales, et donc finalement on peut tout agréger et connaître toute votre vie. Donc d'abord une grosse réflexion sur le numéro d'identification du citoyen et la recréation de réseaux vraiment différents, cloisonnés, avec des personnes différentes dans ces réseaux et pas tout concentré au sein de la Banque Carrefour de la sécurité sociale par exemple. Alors, il faudrait aussi beaucoup plus d'outils de transparence par rapport aux citoyens. C'est fini l'époque où un citoyen ne pouvait pas comprendre ce qu'était une donnée informatique. Tout le monde est intéressé par ça. Et personnellement, quand je donne cours, des formations, j'explique aux citoyens, par exemple, qu'ils peuvent aller voir les données qui sont enregistrées à leur sujet au registre national. C'est la seule possibilité de le faire, c'est le registre national. Vous pouvez voir quelles sont les données qui sont enregistrées et qui a été les consulter. Eh ben, c'est super intéressant, les gens le font. Donc, il y a une curiosité légitime dans une société qui utilise le numérique de savoir ce qu'on fait de ces données. Donc, il faut arrêter aussi avec le discours
dormez braves gens, tout va bien, ne vous préoccupez de rien. Les gens sont intéressés, veulent savoir, ça fait partie de leur vie et plus que jamais, le numérique fait partie de leur vie et donc il faut les impliquer et arrêter de les prendre pour des idiots qui ne comprendraient rien. Ça, c'est la deuxième chose. Troisième chose, il faut un vrai organe de contrôle. L'autorité de protection des données doit être indépendante, elle ne l'est pas pour le moment et donc il faut maintenant mettre de l'ordre là-bas parce qu'il y a vraiment un très gros problème et donc on ne peut pas continuer à fonctionner de cette manière-là. Voilà. Merci beaucoup, Élise. Professeur Poulet, vous souhaitez réagir aussi ou pas à ce stade? Excusez-moi, je vous ai vu lever la main, mais je n'étais pas... Oui, il n'y a pas de problème, mais je vais aller rapidement, puisque je crois que pas mal d'éléments ont déjà été donnés par Élise. Je voulais ajouter deux choses. D'abord, nous avons une constitution qui dit qu'en matière de limitation à la protection de la vie privée, il faut une loi. Je crois que c'est extrêmement important que l'on en revienne à cela. Élise tout à l'heure faisait allusion au fait qu'en matière de mesures anti-Covid, on n'est pas passé par la loi, on est chaque fois passé par des arrêtés royaux de pouvoirs spéciaux. Alors, je veux bien que ça n'est peut-être pas mal et que c'était obligatoire dans les circonstances qui étaient les leurs, mais je crois qu'un débat public parlementaire est extrêmement important. Le deuxième point, c'est que je crois, et j'en ai parlé tout à l'heure, c'est qu'il est extrêmement important de créer des commissions d'éthique assessment. Je crois que c'est vraiment un point important. Elles existent en Allemagne, elles existent en Angleterre, elles existent au Danemark. Je crois que c'est réellement important. Et cet ethic assessment va au-delà, me semble-t-il, des problèmes d'autorité de protection des données et des problèmes de protection des données au sens strict. Pourquoi? Tout simplement parce que, et on le sent bien au niveau du tracing, etc., les questions ne sont pas uniquement des questions de protection des données, ce sont des questions d'exclusion. J'ai apprécié le fait que pas mal de questions portées là-dessus sont des questions d'exclusion, ce sont des questions, me semble-t-il, de relations sociales et bien évidemment, c'est surtout des questions de démocratie. Alors au-delà, il y a les problèmes évidemment de transparence et je crois que c'est un point important qu'il y ait une transparence, pas simplement des données qui sont enregistrées sur vous et des finalités, mais au-delà, me semble-t-il, de savoir qui est derrière, quelles sont les mesures alternatives, tout cela actuellement est très peu discuté. Au-delà de cela, je crois que malgré tout, je reste partisan du fait qu'il est important que l'État se dote d'une informatique performante et d'une informatique efficace, qu'elle soit transparente, qu'elle soit discutée, cela va de soi. Pourquoi? Tout simplement parce que de plus en plus, on a, me semble-t-il, un problème d'équilibre entre pouvoir public et pouvoir privé et que je reste confiant dans le fait que les pouvoirs publics sont vraiment importants dans la maîtrise que nous avons de la technologie et de son rôle dans la société. Merci beaucoup, professeur. Alors, vous pouvez continuer à répondre à poser des questions. On y répondra directement dans le chat. J'aimerais juste prendre une dernière question pour Paul-Olivier Dehaye, qui est donc comment est-ce qu'on identifie les cas explosifs, les super propagateurs? La question à $1 milliard. Alors déjà, il ne faut pas tous les identifier. C'est le jeu des épidémiologues de dire qu'il faut seulement en identifier suffisamment pour pouvoir tuer l'épidémie dans l'œuf. Une autre manière de formuler les choses, c'est qu'ils vont être biaisés sur ceux pour détecter les événements qui sont faciles à détecter. Et du coup, il y aura de facto des impacts discriminants de ces mesures. Donc, j'ai toujours pas répondu à la question. Je vais répondre à la question en me détournant un petit peu de ce qui a été dit par les professeurs De Graeve et Poulet sur l'utilité de la collecte des données dans les restaurants ou dans d'autres lieux comme ça. Le restaurant est un bon exemple parce que c'est un lieu où on va en général complètement librement, où on mange sans masque, donc on s'expose à du risque accru. On parle parfois assez fort, ce qui contribue aussi à propager l'épidémie. Donc, en gros, on pourrait faire l'argument qu'une surveillance accrue obligatoire dans ces contextes-là serait beaucoup plus mesurée et beaucoup plus proportionnelle qu'une surveillance beaucoup plus large ou un confinement qui s'applique à tout le monde, de manière à tout le monde. Donc les gens on regarde en France, ils sont limités dans leur capacité à aller simplement se promener parce que d'autres, à d'autres moments, sont sortis en boîte de nuit.
C'est un exemple, un raccourci rapide. Donc, c'est loin d'être clair qu'une mesure serait directement liberticide parce qu'il est obligatoire de collecter des informations sur les gens. Il faut aussi distinguer le fait de collecter des données et le fait de les collecter numériquement. Ce qui compte pour les autorités de traçage de contact, c'est d'avoir ces données rapidement et de bonne qualité et des données validées. Ça ne veut pas dire que ces données ont été collectées numériquement du client. L'individu qui se présente au restaurant peut simplement rentrer son nom, prénom sur papier avec un numéro de téléphone qui sera testé après par le serveur via une procédure. Mais le restaurant a l'obligation de rentrer ça numériquement juste après dans un système qu'il contrôle jusqu'au moment où il y a un événement de propagation. Et à ce moment-là, ce sera de nouveau centralisé. Donc, il faut vraiment arriver à décomposer chaque élément dans la chaîne. Et donc, pour enfin arriver à la réponse à la question, c'est exactement comme ça qu'on identifie les cas explosifs. On demande aux gens où ils ont été les 10 derniers jours. Pas les 2 derniers jours, pas 2 jours avant les symptômes, mais où est-ce qu'ils ont été sur 10 jours. On responsabilise les gens vis-à-vis de leur obligation d'être capables de livrer cette information s'ils sont positifs. Et après, on fait du recoupage. On fait du recoupage de toutes ces informations pour identifier les lieux où des gens se sont croisés, en gros. Ah, tiens, à tel endroit, on a eu 2 ou 3 positifs. Alors, il sera facile de savoir que c'était au Cora à telle heure, à tel moment. Il sera plus difficile de savoir que c'était des gens qui participaient à un événement amorphe, comme il en existe une multitude. Mais encore une fois, il ne faut pas identifier tous les événements non plus. C'est très important. Et donc, la rapidité est très importante et c'est là que le numérique rentre. C'est dans le fait d'automatiser les processus parce que de l'autre côté, quand on reçoit des listes qui sont absolument illisibles ou la moitié des gens qui sont au restaurant sont des Mickey ou des James Bond, c'est pas forcément super utile et en fait c'est très dommageable. Et j'ai encore un élément, on retrouve aussi les incidents des cas explosifs et là c'est une mesure extrêmement avec un impact énorme et ça me sidère qu'on ne l'ait pas encore fait en expliquant à la population ce qu'on cherche à faire. Parce que la plupart des gens savent où ils ont été infectés. Ce qu'ils sont incapables de juger parce qu'on ne les a pas formés, on ne les a pas informés, c'est à quel point une situation est exceptionnelle par rapport à d'autres. Et ce qui doit remonter le plus vite possible auprès des traceurs de contact. Donc le club de rugby où tout d'un coup il y a 5 personnes malades, les autorités veulent savoir ça. Le fait qu'une personne lambda qui n'a aucune idée où elle a été infectée, voilà, c'est beaucoup moins utile. Voilà. Merci beaucoup, Paul-Olivier. Le temps passe vite. Tu es en mute. Vous m'entendez? Oui, voilà, excusez-moi. Merci, Paul-Olivier. On va clôturer la session questions-réponses pour passer à la conclusion qui sera présentée par Vincent de Fourny, actuellement directeur du bureau de l'UNESCO à Genève. Avant d'occuper ses fonctions à Genève, Vincent de Fourny occupait plusieurs postes de haut niveau au sein de l'UNESCO. Il était directeur du bureau de Brasilia, directeur des sources de financement extra-budgétaires et directeur de la communication. Avant de rejoindre l'UNESCO en 1997, il a travaillé en Ouganda comme enseignant. Il a enseigné à l'université et a travaillé comme consultant dans plusieurs pays. Il est titulaire d'un doctorat en communication de l'Université catholique de Louvain et j'aimerais lui passer la parole. Vincent, la parole est à vous. Merci Basile. Vraiment, c'est très difficile de tirer quelques conclusions de ce débat tellement riche et avec tellement de facettes et composantes. Je voudrais néanmoins essayer de tracer peut-être quelques lignes de crête et quelques questions fondamentales. En fait, je pense que d'abord, une première réflexion, c'est que, et on l'a vu, et vous avez été extrêmement clair là-dessus, que derrière les algorithmes, il y a des choix. Il y a bien sûr des choix mathématiques, techniques, mais aussi implicitement et malheureusement trop rarement explicitement des choix éthiques, des choix de société. Vous avez tous dit d'une manière ou d'une autre qu'il était extrêmement important de reconnaître et d'être conscient de cela. Ce sont des choix éthiques qui ont des incidences sur nos vies. Et donc, il n'y a pas d'automatisme, je dirais, technologique neutre. C'est vrai pour les applications, mais c'est vrai pour toutes les formes d'intelligence artificielle. Je reviendrai là-dessus dans quelques instants.
en fait, parmi les choix, et je vais les résumer peut-être à quatre grandes catégories de choix, c'est d'abord la question des données. Et quelles données? Ensuite, c'est comment ces données circulent-elles? Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait de ces données? Et quatrième point, sur le temps long, où sont-elles stockées et qu'est-ce qu'elles deviennent, je dirais, dans le temps long? Et on l'a évoqué à plusieurs reprises. Sur le premier point, d'abord, quelles données? On a tous entendu parler, je dirais, de ces grands débats et de l'enjeu, en fait, du big data. On sait que le croisement des données est un élément absolument fondamental aujourd'hui dans le big data. Et il y a des croisements de premier niveau et des croisements de deuxième niveau. Et vous avez certainement, comme moi aussi, fait l'expérience, je dirais, parfois très surprenante, même quelquefois inquiétante, où après un voyage, etc., Google vous propose automatiquement votre album photo du voyage en vous disant exactement où vous avez été, et vous n'avez absolument rien fait, mais il sait absolument tout de ce que vous avez fait pendant le dernier mois, la dernière année, etc. Nous sommes dedans, en fait, sans vraiment le vouloir. Et en fait, parce que la plupart du temps, nous avons dû cocher une case et cliquer sur le bouton « Accepter » d'un contrat établi avec le fournisseur de l'application. Et ce contrat, qui est rédigé dans des termes très techniques, très juridiques, personne ne le lit, évidemment. Enfin, je suis le premier à ne pas le lire. Et je clique sur je coche cette case et je clique sur le bouton « Accepter » sans savoir ce que j'accepte. Ce qui me fait dire que, évidemment, il y a là un cadre juridique qui est donné, c'est un contrat. On va dire, bon, j'ai donné mon assentiment, mais en fait, je ne sais pas exactement ce sur quoi j'ai donné mon assentiment. Donc, d'une certaine manière, et c'est un problème sur lequel l'Europe a été extrêmement pionnière et apporter des solutions, je dirais, innovatrices, notamment sur cette fameuse directive de la GDPR. C'est essentiel, mais en même temps, on voit bien qu'il y a des limites et tout ne peut pas se régler, je dirais, par des questions purement juridiques. Donc, c'est un cadre aussi beaucoup plus large qui est lié à des usages, lié à des pratiques et lié à des services. Et ça m'amène à la deuxième question, qui est la question de la circulation des données. Bon, évidemment, on a vu des problèmes et vous avez aussi souligné les problèmes techniques de Bluetooth qui n'avaient pas été conçus pour ça, mais il y a aussi des problèmes de qui a accès aux données, qui peut justement regarder ces données. On devrait théoriquement avoir la possibilité de savoir exactement qui est en possession de mes données, mais comme le disait quelqu'un, sur Internet, si vous ne payez pas pour un service ou pour un produit, c'est que d'une manière ou d'une autre, c'est vous qui êtes le produit. Et donc ça nous amène vraiment à la question de la mercantilisation aussi de la donnée. Il y a une forte tendance à la mercantilisation de la donnée, on le sait, il y a le big data et Cambridge Analytica a été un très bel exemple de cela, où les données ont été vendues, ont été exploitées pour des choses tout à fait opposées, ou en tout cas qui ne correspondaient pas aux objectifs initiaux. Alors moi, il y a quelque chose qui m'étonne quand même aussi par rapport aux applications Covid, aux différentes applications Covid. On sait bien évidemment que le virus circule par-delà les frontières. Et on s'est entêté à faire des applications nationales. Quelque part, moi, je me suis vraiment posé la question, mais est-ce qu'on raisonne? Fait-il encore du sens, je dirais, de raisonner dans des cadres de frontières, alors que le virus, on l'a vu en quelques mois, a rejoint tous les coins de la planète. Et donc, on s'est retrouvé dans une problématique absolument mondiale, mais avec des outils qui ressemblent un peu à la ligne Maginot. C'est-à-dire qu'on s'est fait complètement dépasser par la force de la propagation. Et ça m'amène à dire deux mots, je dirais, de réflexion sur la question de la gestion des public goods, les biens communs. Et le bien commun, comme la santé collective, est une question évidemment cruciale pour un pays, pour une nation, mais collectivement, parce que nous sommes tous interdépendants. Et donc, là, on a une question qui n'est pas résolue aujourd'hui et on ne sait pas comment faire
On ne sait pas comment gérer les public goods. Dans le domaine environnemental, on a commencé, on cherche un peu, on a quelques pistes, notamment avec ces certificats carbone et une quantification, je dirais, de la pollution, ou en tout cas de l'impact, de l'incidence que l'on peut avoir sur le changement climatique. Mais sur les autres domaines, dans le domaine de la santé en particulier, on n'est absolument nulle part et je pense qu'il y a encore de très grands progrès à faire là-dedans. Et il est vraiment très important que le débat puisse avoir lieu au niveau international, au niveau mondial. Alors, troisième aspect, qu'est-ce qu'on fait des données? Alors évidemment, dans le cas des applications Covid, le but est de déclencher des alertes, c'est légitime, mais après, qu'est-ce qui se passe? Quel est le suivi? Quelles en sont les utilisations? Par qui? Bon, là, vous avez tous parlé aussi de l'importance et de la nécessité absolue d'avoir beaucoup plus de transparence, d'ouvrir les boîtes noires, pour être aussi dans une logique de protection des droits, dans une logique d'état de droit. Et je crois que le spectre de Big Brother est vraiment là. Et lorsqu'on a parlé des applications Covid, et je pense que derrière vos remarques aussi, vous avez clairement laissé planer, je dirais, ce spectre du Big Brother et de l'intervention, je dirais, non démocratique par rapport à nos données. Et enfin, dernier point, où sont stockées les données? Quel est notre rapport au temps long? Centralisation versus décentralisation, les avantages, les inconvénients, mais dans les usages sur le temps, comment est-ce que, et là c'est du croissement vraiment de long terme, vers quoi est-ce qu'on peut aller, vers quel genre de décision est-ce que ça peut aller? Est-ce que par exemple ces données collectées en matière de santé auront une incidence sur les assurances, sur les primes que nous allons payer et ce genre de choses? Donc là vraiment je crois qu'une réflexion aussi démocratique et avec un cadre juridique notamment sur l'exploitation de ces données-là, est absolument essentiel. Évidemment, la technologie peut apporter des solutions aux problèmes d'aujourd'hui, et ce n'est pas moi qui dirais le contraire, mais on a vu aussi que ça peut en générer d'autres, et il est important d'en être conscient, de les identifier, d'en débattre surtout, et c'est pour cela que l'UNESCO a créé il y a 20 ans le programme Information pour tous, comme une plateforme de débats internationaux sur les politiques et les directives d'action en matière d'accès à l'information et au savoir. Et donc, ce sont dans une réflexion aussi d'infoéthique de... On ne vous entend plus, Vincent. Excusez-moi, voilà. J'ai cliqué sans vouloir sur le mauvais bouton. Donc, cette question, je disais, dans notre réflexion infoéthique dans le cadre du programme Information pour tous, qui cherche à trouver des solutions par rapport à l'autonomisation. Et je vais juste essayer de terminer en disant 2 mots très rapidement d'une réflexion importante qui a lieu pour le moment à l'UNESCO sur l'intelligence artificielle. On est en train, à l'UNESCO, on est en train de consulter et d'élaborer une recommandation qui devrait normalement être approuvée lors de la prochaine conférence générale, donc dans 1 an exactement, sur l'éthique de l'intelligence artificielle ou dans le domaine de l'intelligence artificielle. Et évidemment, derrière ça, c'est quelles valeurs humaines pour le développement durable dans ces intelligences artificielles? Quelle est l'approche humaniste que l'on peut, d'une certaine manière, de laquelle on peut encadrer le développement de l'intelligence artificielle dans toutes ses applications? Et le professeur Poulet l'a évoqué tout à l'heure, déjà parce que ça s'inscrit aussi dans toute une réflexion sur l'éthique des sciences et des technologies qui a lieu à l'UNESCO depuis pas mal de temps, mais l'importance de remettre et d'expliciter les valeurs, et des valeurs universelles liées aux droits de l'homme, liées à l'égalité, liées à la dignité, liées à la diversité, et de mettre aussi clairement sur papier un certain nombre de principes. Je ne vais pas les détailler tous, mais vous pouvez lire d'ailleurs un texte qui est déjà le texte, je dirais, projet de cette recommandation qui se trouve en ligne, et notamment des principes liés à la proportionnalité, l'innocuité de ces technologies, la sécurité, mais aussi la redevabilité, l'équité, la non-discrimination, et bien sûr aussi des questions liées à la vie privée. Voilà, ce sont des discussions qui soulèvent beaucoup de questions. Il est important que
les citoyens s'approprient de tout cela. Et je crois que c'est vraiment essentiel d'éviter toute forme de simplification ou de simplisme. Je crois qu'il faut assumer la complexité dans laquelle nous vivons actuellement. Il nous faut vivre avec un certain nombre d'incertitudes. Maintenant, depuis quelques mois, on commence à s'y habituer, mais je crois que ce sera certainement une des données majeures des prochaines années, de vivre avec les incertitudes. Mais c'est la raison pour laquelle il est vraiment important d'être clair sur les valeurs fondamentales pour pouvoir garder le cap et pour pouvoir savoir vers où on veut aller. Et juste pour conclure, je voudrais citer Einstein avec deux petites phrases d'Einstein donc en son temps. Hein. Il disait « Il est hélas évident aujourd'hui que notre technologie a dépassé notre humanité. » Mais il disait aussi un peu plus loin, et à un autre moment, « L'esprit humain doit prévaloir sur la technologie. » Voilà, c'est ce que je voulais dire pour conclure et je vous remercie vraiment beaucoup de m'avoir invité et d'avoir associé l'UNESCO à ce débat très important sur les applications. Merci. Merci beaucoup, M. De Fourny, pour ce résumé à la fois condensé et substantiel de notre rencontre. C'est toujours un exercice difficile et vous avez réussi à en extraire les principales conclusions et recommandations. Un grand merci à tous nos conférenciers, à nos partenaires et merci à toutes et à tous pour votre participation. Nous espérons que les échanges ont été à la hauteur de vos attentes. Nous ne manquerons pas de vous inviter à notre prochaine rencontre, conférence, webinaire. On verra quel format ça prendra. Regardez quand même les échanges qu'il y a eu dans l'onglet Conversation. Paul Olivier a publié pas mal de liens intéressants. Donc voilà, le temps est passé vite. Avec ou sans application, prenez soin de vous et passez une très bonne journée.